Bonjour, bienvenue pour cette émission entièrement dédiée à la culture. Pour commencer et vous ouvrir l'appétit, direction Perrois où l'artiste Laurent Pichot vous convie pour un repas gastronomique en compagnie du phare, le Festival des Arts Vivants. Ensuite, rencontre avec Lancelot von Erlard, le photographe partage son appareil avec ce qu'il appelle les invisibles de ce monde. Interview en contre-jour en plateau. Ensuite, en milieu de semaine, la compagnie Case Départ nous plonge dans le monde des rêves de William Shakespeare avec sa pièce Le songe d'une nuit d'été. Enfin, pour terminer, direction le château de Nyon où l'association Film Plan Fixe a l'honneur de vous présenter le film de Gabriel Ethno Damon, Une vie d'engagement, les 12 et 13 juin. À Perrois, dans le cadre des rendez-vous du Festival des Arts Vivants, Laurent Pichot convie le public à un repas performatif, une mise en scène qui distingue les particularités géographiques, gastronomiques et culturelles des communes jumelées de Perrois et de Châteauneuf de Gadagne en France. On en parle avec vous, Laurent, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, rencontre le 9 juin à 18h pour le cortège des élèves et à 19h pour la soirée gastronomique performative. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire concrètement ? Manger ? On va bien manger, déjà. On va bien manger et on va découvrir par des petites séquences un peu performatives des particularités du jumelage. J'en parle pas trop parce que c'est plutôt un effet de surprise, mais voilà, on va rythmer le repas qui a été pensé avec un chef de cuisine et c'est un repas jumelé qui jumelle des recettes, qui jumelle des ingrédients qui viennent des deux communes. Et puis voilà, entre-temps, il y aura des jeux à activer par les convives qui voudront à un moment donné pourront se lever. Il y aura comme ça des petits moments où je vais parler des rivières, je vais jumeler les rivières, on va mettre en scène un espace-temps comme ça d'une soirée. Parce que l'appétit vient en mangeant et que vous nous avez déjà donné un petit peu envie. C'est vrai qu'on voit derrière vous des images d'anciens projets de jumelage que vous aviez faits dans la région. Cette idée de jumelage, de toujours mettre peut-être en comparaison, de distinguer deux éléments. Le jumelage, cette fois-ci, se fait entre Perrois et Châteauneuf de Gadagne. Pourquoi ce choix ? En fait, quand le phare m'a invité, a été intéressé de porter avec moi ce projet, on a un peu prospecté sur les communes du district de Nyon qui auraient déjà un jumelage existant. Et donc Perrois, on a appris que Perrois était jumelé avec Châteauneuf de Gadagne dans le sud de la France. C'est une petite commune provençale à la bordure comme ça à côté d'Avignon. Et c'est comme ça que c'est devenu, on va dire, un terrain un peu d'expérience, de prospection, de visite de ma part pour essayer de comprendre comment leur jumelage, la spécificité du jumelage, moi qui ne connais pas la ville de Perrois, je pourrais avoir une idée comme ça un peu claire d'inventer un format, on va dire, de spectacle ou de temps performatif. Qu'est-ce qui vous a surpris sur Perrois ? En fait, sur Perrois, ce que j'ai vraiment découvert... alors, je suis très attaché, par exemple, à comment une ville se présente. Et donc, en Suisse, vous avez beaucoup les blasons. Les communes ont des blasons. Et donc, de voir ce beau blason d'une grappe de raisin jaune sur fond bleu, comme ça, j'avais déjà vraiment dans l'œil. Et puis... vous avez forcément goûté au vin. J'ai forcément goûté au vin. J'ai rencontré les élus. Et donc, j'ai compris cette dynamique viticole très forte de cette commune-là. Et donc, comme à Châteauneuf de Gadagne, j'étais en train de découvrir aussi que c'était une ville qui avait vraiment porté le renouveau provençal au XIXe siècle. C'est vraiment l'endroit fondateur du renouveau provençal, de l'occitan, de la culture locale à travers les jeux, la cuisine, etc. C'est à ce moment-là que l'idée d'un rapprochement, du jumelage, on va dire, culinaire est apparue. Et donc, de lui dire, allons jusqu'au bout, on s'amuse de jumeler. Donc, faisons un repas jumelé et inventons des séquences qui joueront de ce principe-là. Ouais, et vous vous amusez justement avec les habitants du village de Perrois. Comment est-ce qu'ils vont participer à cette œuvre ? Alors on a rencontré, en fait, on est en période Covid, donc on est de report en report. Donc au début, on devait faire ce repas au moment avant Noël, en décembre, et on avait rencontré juste l'école à ce moment-là qui était intéressée par faire des ateliers possiblement graphiques. Alors avec eux, on a jumelé les blasons. Voilà, on a pris des éléments
évidemment des blasons des deux villes, la grappe de Perrois, les roses de Gadagne, et puis on s'est amusé graphiquement, puis on s'est dit, bon ben, pour un repas, peut-être qu'on va trouver des supports, donc on a inventé des sets de table, on a inventé des fanions pour décorer déjà. Donc c'est comme ça que l'école est venue, puis le fait que le projet soit reporté là maintenant sur le printemps, fait que ça rejoignait aussi leur fête de fin d'année. Donc l'idée peut-être de faire un cortège, et donc qui dit cortège dit costume, dit rapport aux habitants, donc on a inventé voilà, des petits bouquets de senteurs jumelés que les enfants vont distribuer aux habitants avec un costume particulier, etc. Ouais. Lorsqu'on s'était rencontrés sur le plateau de NRTV il y a quelques années, vous me disiez que ce qui vous intéressait, c'était sortir de la boîte noire du théâtre et de rencontrer le réel, de mettre en scène et surtout d'aller à la rencontre de tout ce qui pouvait se mettre en mouvement à l'extérieur. Vous êtes chorégraphe. Est-ce que là aussi, vous apportez ce mouvement autour de la table? Le soin, on va dire, du corps à tous les sens du terme, prendre soin de nos corps, de nos corporéités, même comme on dit dans le champ de la danse. C'est-à-dire qu'un corps, c'est pas qu'une mécanique, c'est pas qu'un bras qui monte, etc. Il y a une expressivité, il y a un imaginaire, il y a des sensations. Et donc, travailler sur cette corporéité très vivante m'intéresse en tant que chorégraphe. Donc, c'est la première fois que j'organise comme ça un repas. Donc, déjà, prendre soin... il y a un aspect très rituel aussi autour du repas. C'est très ritualisé, c'est très spectacularisé aussi. On en parlait, la question, je trouve, de la nourriture est très spectacularisée de nos jours. Toutes les émissions télévisuelles en parlent beaucoup de ça. Est-ce que du coup, ça justifie d'en faire un art et d'en faire une œuvre artistique? Est-ce que c'est pas trop facile? Alors, je ne fais pas œuvre, je ne pense pas que je fasse œuvre, en fait, avec ça. Pour moi, la dynamique, elle est plutôt inventer des pratiques ensemble. C'est-à-dire que là, le principe, c'est pas tant de ritualiser le repas que d'inventer des recettes, par exemple. Et d'inventer des recettes jumelées qui n'appartiennent qu'à ce repas-là. Donc, du coup, avec le chef, par exemple, on fait une bouillabaisse du lac, qui dit bien le double apport. Ouais. Et donc, elle est là l'inventivité, elle est là la créativité. Je ne cherche pas à faire une œuvre d'art d'un repas qui serait autosuffisant, qui aurait un début, une fin, etc. C'est plutôt inventer des pratiques, des lieux de rassemblement, générer des temps de rencontre. Et du coup, les Pérolans participent justement à ces temps de rencontre, mais les Français ne sont pas là. Pourquoi? Est-ce qu'ils sont moins réceptifs? Non, c'est pas qu'ils ne sont pas réceptifs, c'est qu'en fait, le jumelage existe, est très dynamique déjà, entre les deux communes. Et nous, on ne cherche pas à rentrer dans leur dynamique. On s'appuie sur leur savoir, ils ont été très accueillants, ils nous ont raconté beaucoup de choses. Mais ça reste un projet, on va dire, artistique un peu transversal, un peu passager, qui vient s'appuyer sur leurs forces, mais on ne cherchait pas à forcément rentrer dans ce qui serait déjà leur propre compétence, leur propre dynamique. Ouais, donc ça s'appelle En Jumelles Perrois, un repas jumelé à voir le 9 juin si on veut s'inscrire. Comment est-ce qu'on fait? On va sur le site internet où on appelle le phare et puis on se met l'eau à la bouche. Voilà, on se met l'eau à la bouche et surtout on profite du vin et de la gastronomie de chez nous. Laurent Pichot, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Très belle journée à vous. Merci de même. Plongé dans l'univers sombre, sincère et vrai de Lancelot, ce graphiste passionné de peinture et de photographie met en valeur les artistes de la région, notamment grâce à sa boutique de galerie placée en plein centre-ville de Nyon. Lancelot, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors on va parler un petit peu de toi, de ton univers, de cette boutique aussi. J'aimerais commencer avec un projet photo sur lequel tu travailles depuis une année. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire un mot? Oui, bien sûr. En fait, c'est un projet photo. À la base, je faisais de la peinture et je me suis dirigé depuis un moment sur la photo parce que je voulais tisser un lien en fait, entre ce que je photographiais ou ce que les gens allaient photographier. Parce que pour être précis, dans ce projet photo, je tisse des liens. En fait, j'ai 5 profils types. Donc, j'ai une personne qui est polytoxicomane, une personne qui est un travailleur du sexe, un expatrié, un sans domicile fixe et un mendiant. Et en fait, ce que je fais, c'est que je vais sympathiser avec eux. C'est des relations qui mettent du temps à se construire, on s'entend, qui peuvent mettre jusqu'à 6 mois, des fois même plus, et des fois on construit pour rien, on s'entend. Ouais. Mais une fois que la relation est construite, en fait, moi, je leur confie mon appareil photo, justement, et comme un peu mon précieux, et je leur donne, et je leur dis, écoute, photographie ce que tu as envie de montrer aux gens. Parce qu'en fait, c'est souvent des profils que les gens ont tendance à mettre de côté, à pas écouter, à pas prendre le temps en fait, de considérer tout simplement chaque humain pour ce qu'il est, c'est-à-dire un humain. Et moi, je prends juste le temps en fait, de leur donner la parole à travers la photo. Je leur
Donc je leur donne mon appareil photo, en sachant qu'ils n'ont aucune notion photographique. Il y a quand même un travail conséquent de post-prod ensuite. Mais je veux vraiment qu'ils expriment en fait ce qu'ils ont envie que les autres écoutent. Ouais, un travail où tu mets avant tout l'humain, en tout cas c'est ce qu'on ressent quand on t'écoute. Comment tu arrives à justement créer ce lien avec ces 5 types dont tu parles? Il y a des profils qui sont plus faciles parce qu'il y a des profils qui vont venir vous parler plus spontanément. Mais c'est vrai qu'au final, c'est beaucoup de courage, beaucoup aussi de choses que je mets de côté, peut-être de principes des fois que je dois avoir ou de valeurs ou même. Et je vais juste, typiquement pour le profil polytoxicomane, j'étais à Lausanne, un peu à la Riponne, où il y a quelques polytoxicomanes, et je suis juste allé en fait pendant des semaines et des semaines tisser un lien et parler avec les gens là-bas jusqu'à trouver en fait un peu la personne qui, moi en tout cas, on est une accroche lui et moi, et en lui expliquant mon projet, en lui expliquant aussi que le but est de le valoriser. Le but aussi c'est qu'à la fin moi je puisse faire une expo totalement moi-même, c'est-à-dire que je veux pas de sponsor. Je veux pas que la ville ou autre soit dedans, parce que, et je comprends le point de vue, mais il y a souvent une censure qui va se mettre, et moi je suis pas intéressé par la censure, parce que je pense qu'on les censure assez dans leur quotidien en fait. Ouais, alors on va regarder justement quelques photos que tu as choisi de partager avec nous. On peut peut-être les commenter en live. Ouais, typiquement ça, les photos que je vous ai envoyées, c'est les photos du polytoxicomane. Donc il a vagabondé pendant, c'était 2 mois avec mon appareil photo. Et il a pris un peu au gré de ses pulsions les photos, dont celle-là qui est clairement un chien. Donc tu dis pas de censure, mais ensuite comment est-ce que tu les choisis? On peut peut-être passer à la photo suivante, mais est-ce qu'il y en a certaines que tu vas décider de garder, d'autres pas? En fait, moi je vais en prendre 7. Je vais prendre 7 photos par profil, mais la pellicule en a 36. Mais vu que je suis contre la censure, ce que je fais, c'est qu'en fait, je retravaille 7 photos, mais je laisse accès dans les tirages argentiques, vous avez un condensé en fait, sur une photo de toutes les photos que vous preniez. Je la fais imprimer en A3 pour que les gens aient quand même la possibilité en fait de voir toutes les photos qu'a pris la personne et ensuite de voir celles que moi j'ai choisies et j'ai retravaillées. Mais le but, justement, est de le censurer aucunement. Alors, je ne sais pas si c'est voulu, mais forcément, on ressent tout ce côté qui est très sombre. Ouais. Est-ce que tu as parfois, à l'inverse, été surpris par quelque chose de très gai? Parce que quand on t'écoute, c'est vrai que c'est ce qu'il en ressort. Tu as l'air de quelqu'un de très joyeux, la communication est facile, tu vas vers les autres. Est-ce que parfois, tu as été surpris de certains clichés? On peut peut-être passer à la suivante, justement. J'ai été surpris dans la mesure où j'ai passé que des bons moments. En fait, les photos reflètent les moments où la personne est souvent seule, où elle est confrontée avec un peu elle-même et sa vie. Donc, par moments, c'est sûrement moins agréable, moins drôle pour elle. Mais au final, moi, j'ai pas réellement vécu ces moments. J'étais tout le temps dans la joie et la bonne humeur avec eux. Pour eux, c'était tout le temps une sorte de... pas d'échappatoire, parce que je peux pas me prononcer à leur place, mais c'était un moment agréable, un moment de répit où ils pouvaient... s'exprimer, du coup, c'était ultra positif et ultra immersif. Là, on le voit, c'était chez lui. Et il m'a livré vraiment un univers qui est super personnel, super intimiste. Et c'est pour ça que je me dois de vraiment le respecter et aussi typiquement de laisser accès à toutes les autres photos aussi. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis. Tu dis je dois aujourd'hui. J'ai l'impression que tu retournes aussi à une essence du rôle de l'artiste, où l'artiste a une responsabilité. En fait. Oui, c'est sûr. Moi j'ai fait ce choix et j'ai fait le choix de m'axer dans la photo aussi parce que j'ai fait le choix de simplement pas vivre du fait d'être artiste. Parce que après c'est mon point de vue, mais pour moi si on veut vivre en tant qu'artiste, on va être sujet à une censure. Et des sujets comme ça, pour en vivre, on n'en vivra jamais. Alors moi j'ai fait le choix de monter ma boutique aussi à côté, de valoriser les artistes, de toujours avoir un pied en fait dans l'artistique, mais tout en parallèle, j'ai perdu le fil. Pas de souci, parce que voilà, tu y mets tout ton cœur justement. Là où je veux aussi en venir, c'est que finalement, l'art et toi, c'est une histoire de famille. Tu me disais tout à l'heure que ta grand-mère aussi était une artiste. Ouais. Qu'est-ce que tu recherches dans l'art? Je cherche, moi en tout cas, je cherche à donner la parole aux gens, à l'humain. En fait, j'ai envie qu'on considère plus l'humain, qu'on prenne plus de temps à s'aimer les uns les autres qu'à se détester, simplement. Et je pense que c'est ça, c'est juste tout commence par l'écoute. Si on prend le temps d'écouter les gens, on prend le temps de les comprendre et on prend le temps de les accepter. Ouais, pour terminer, tu as cette boutique à Nyon de galerie. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu as envie d'en faire de ce lieu? Est-ce que ça fait 3 ans qu'il existe? Ouais. J'imagine qu'il a aussi un petit peu évolué. Est-ce que tes envies sont toujours les mêmes?
Mes envies sont toujours les mêmes, au détail qu'elles s'affinent de plus en plus. Donc j'affine de plus en plus ma trame, je sais de plus en plus par où je veux aller, mais mon objectif restera toujours le même, c'est-à-dire de valoriser un maximum les artisans et artistes locaux, parce que je suis bien placé pour le savoir, on en a tous besoin. Ouais, et puis cette exposition à terme, parce que ça sera une exposition, tu nous le disais, est-ce qu'on pourra la voir peut-être à Nyon, dans la région? Quels sont les projets? J'espère qu'elle fera le tour de la Suisse, j'espère même plus. Donc oui, clairement, c'est le but. C'est au final, au plus de personnes verra cette expo, au plus moi je serais content d'avoir sensibilisé les gens en fait. Et au plus j'aurais respecté ma parole aussi envers tous les gens à qui j'ai confié mon appareil photo. Lancelot, merci beaucoup d'avoir partagé ce moment avec nous, d'avoir partagé ton histoire, ce projet de passion de photo. À très bientôt. À très bientôt, merci. La compagnie Casse Départ nous emmène dans le temps infini des rêves avec William Shakespeare et sa pièce et son adaptation Le Songe d'une nuit d'été. On en parle avec nos deux invités. Fabienne Poncer, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors vous êtes metteur en scène, scénographe, professeur et tutti quanti. Merci d'être avec nous. Vous êtes venu accompagné d'un de vos poulains, Robin Faute. Bonjour. Tu es comédien à Casse Départ. Alors William Shakespeare, il paraît que c'est Fabienne qui l'a imposé. C'est juste. Elle rigole, donc elle ne trahit rien. Robin, qu'est-ce que tu t'es dit quand tu t'es dit William Shakespeare? J'ai sauté au plafond, je crois. Elle a su, hein. Elle a dit, cette pièce, elle te plaira. Avant même qu'elle nous ait dit, elle a dit, ça c'est pour Robin. Donc, une pièce pour Robin, pourquoi? Parce qu'il est mutin, parce qu'il a beaucoup de choses à dire, parce qu'il rêve, et parce que le rôle que j'avais en tête pour lui, j'avais vraiment envie qu'il le fasse. Bon, ça a l'air très mystérieux, mais vous comprendrez, on veut garder le suspense, histoire que vous alliez voir Ce Songe d'une nuit d'été qui sera en tournée le 19 août à Rolle, 3 et 4 septembre au Musée du Jeu à la Tour de Paix, mais aussi dans la région, 24, 25, 26 juin, 26, 27, 28 août à la place de jeu de Crassier, on a tout dit. Évidemment, Shakespeare et ses premières pièces, son souhait, c'était plutôt de monter du théâtre en extérieur, donc j'imagine qu'on y est avec Ce Songe d'une nuit d'été. Ah, c'est clair, c'est une pièce faite pour être dehors, c'est pourquoi... On a fait une petite expérience l'année dernière, on a joué une pièce en extérieur dans mon jardin au vu de la situation du Covid, et c'est de là qu'est venue l'idée du Songe d'une nuit d'été. Je me suis dit, mais c'est pas possible, il faut qu'on joue en dehors, et celle-là, elle est juste parfaite. Ouais. Robin, selon toi, qu'est-ce que ça ramène, ce retour du théâtre joué en extérieur? c'est tout à la fois. On a déjà plein de choses à donner qu'on n'a pas pu donner pendant suffisamment longtemps, et puis jouer à l'extérieur... c'est des complications supplémentaires parce qu'il y a différents éléments qui rentrent en compte qui ne sont pas là à l'intérieur, mais en même temps, on a beaucoup à donner au public. Et puis à l'extérieur, c'est super parce qu'il y a encore plus de monde qui peut venir peut-être. Ouais. Mais Fabienne, c'est aussi un petit peu l'essence du théâtre, sortir de la boîte noire. C'est ça, d'ouvrir ce pourquoi on a choisi aussi la place de jeu de Crassier. Ça permet de démocratiser vraiment le théâtre. Tout le monde peut venir, même les petits-enfants. On a fait une répétition l'autre jour sur place où il y avait une ribambelle de petits-enfants qui nous regardaient avec des grands yeux comme ça. Il y en a même une qui a été chercher son sandwich pour venir manger. Ils ne comprenaient rien. Shakespeare, c'est pas simple. Ils ne comprenaient rien, mais ils étaient là et c'est ce que je cherche en fait. Ouais, Fabienne, je connais ton petit dada pour les contes, aussi pour le côté coquin, on va l'avouer. Et Shakespeare, dans cette pièce, c'est aussi un peu ça. C'est finalement de dire que, alors il faut des sentiments amoureux pour avoir du sexe, mais en même temps, pas tant que ça, pas forcément. C'est ce que tu apprends aux jeunes. Oui. J'ai demandé presque l'autorisation aux parents. C'est vrai que c'est très coquin. Mais c'est génial Shakespeare parce que comprend qui veut. Alors c'est vrai qu'on en a parlé un petit peu avec les jeunes, les choses ont été dites. Après, l'écriture de Shakespeare fait que ça reste en suspension et c'est juste génial par rapport à ça. À l'inverse, on connaît aussi Roméo et Juliette de Shakespeare, donc forcément, à vous de trouver ce qui vous plaît ou non. Robin, j'embête un petit peu Fabienne, mais c'est voulu parce qu'on se connaît bien toutes les deux. Mais toi, personnellement, ça fait un petit moment que tu es aussi dans la compagnie. Casse Départ, tu avais joué dans le spectacle Boris Vian, V comme Vian. On voyait d'ailleurs les images ici derrière nous. Mais qu'est-ce que ça t'apporte, être au théâtre? Un cours de sexualité, d'accord, mais quoi d'autre?
Ça fait maintenant 6-7 ans que je fais du théâtre avec Fabienne. Et au niveau théâtral pur, elle m'a tout appris, quoi. Et puis le théâtre, ça aide aussi parce que à l'oral, c'est utile. Ça permet de penser à autre chose, d'être autre part. Et puis de se libérer un peu soi-même aussi, surtout à nos âges, en étant jeune. C'est des expériences. Et puis c'est des rencontres, c'est des choses incroyables. Hein. Je repense à Boris Vian, c'est quand même... on a vécu des choses que j'ai vécues nulle part ailleurs, quoi. C'est aussi une date anniversaire, je crois, à quelque part autour de toi, Fabienne, non? Je suis en train de réfléchir. Est-ce que tu fais ton anniversaire? Alors oui, mais de Mademoiselle F, en septembre, c'est les 10 ans de Mademoiselle F, où on travaille, où Case Départ est reçu pour travailler, effectivement. Ouais. Donc comme quoi, Case Départ et surtout le monde du théâtre chez toi, c'est toute une vie qui t'accompagne, une vie de partage aussi avec ces jeunes. Robin, un mot pour terminer. On sait que ça a été un peu compliqué pour tout le milieu artistique en ce moment, mais Fabienne est toujours à vif pour trouver des idées et ne rien lâcher. Ouais. Comment est-ce que vous avez répété cette pièce? On s'est adapté aux mesures, on a travaillé par petits groupes, et puis au final, ça n'a pas été si différent, parce que, comme on l'a dit, Fabienne, elle arrive toujours à trouver des idées, elle arrive toujours à nous surprendre, et puis on arrive toujours à faire quelque chose pour que ça fonctionne. Pour nous donner un petit peu envie, parce qu'on a été très mystérieux au départ quand même, un mot peut-être sur ton personnage, ou qu'est-ce que tu peux nous en dire? Pourquoi c'est important? Qu'est-ce qui est bien dans cette pièce? Il a un costume incroyable. Il a un costume incroyable, et puis il est peut-être un peu fou aussi. Il a quelque chose de différent, c'est lui qui est au-dessus du reste de la pièce pour... Le maître de cérémonie. C'est le maître de cérémonie. Ouais. C'est clair, c'est très coloré. Il décide, il tire les ficelles. Ouais, on plonge quelque part dans le rêve et dans le mystique, l'imaginaire. Donc j'imagine que tu as mis le paquet. Cette fois-ci, oui, absolument. Moi, j'ai été aidée aussi par plusieurs personnes et c'est très coloré. On va dire c'est très coloré. Il y a des masques, il y a de la musique en live, enfin bref, on s'amuse comme des petits fous. Ouais, ça s'appelle Le songe d'une nuit d'été. Ce sera présenté par la compagnie Case Départ. 24, 25, 26 juin, 26, 27, 28 août. Place de jeu de Crassier et puis en tournée, on le répète, le 19 août à Rolle au Jardin des Tilleuls, mais aussi les 3 et 4 septembre au Musée du Jeu à la Tour de Paix. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Très belle journée à vous. Merci, merci. Le Château de Nion et l'association Film Plan Fixe ont l'honneur de vous présenter le film Gabriel Ethno-Damon, une vie d'engagement, les 12 et 13 juin prochains. On en parle avec nos invités. Caroline Bury-Demière, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de l'accueil au Château de Nion, en compagnie aujourd'hui d'Alexandre Mejensky. Bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire général et délégué de production pour l'association Film Plan Fixe. Alors, ce film existe depuis quelques années déjà. Vous l'avez tourné en 2000. Vous, qu'est-ce qui vous a marqué de ce personnage de Gabriel ? Personnellement, je n'ai pas assisté au tournage de ce film. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, il a été réalisé en 2000. Et moi, je suis arrivé à l'association en 2008, il y a 13 ans seulement. Bien sûr que j'ai visionné ce film à plusieurs reprises. Et ce qui m'a marqué dans ce film, c'est cet engagement très fort de quelqu'un qui a un parcours de vie extrêmement riche, qui commence à la manufacture de Nyon. Elle décrit de façon absolument passionnante le travail, les conditions difficiles de ce travail, en quoi consistait le travail. Elle parle de la condition de la femme à l'époque, dont elle prend conscience progressivement, et après, comme elle bifurque sur le syndicalisme et sur son activité politique, c'est tout à fait admirable ce qu'elle a réalisé. J'imagine que vous serez d'accord avec ces propos, mais... Alors, on pourrait vous poser la question, pourquoi Gabrielle? Mais c'est tellement une évidence, puisque c'est un personnage qui a marqué la vie nyonnaise. Mais qu'est-ce qu'elle a laissé? Quelle trace est-ce qu'elle a laissé à Nyon? Alors, c'est vrai qu'on avait envie, en cette année un peu particulière, en 2021, de montrer le parcours d'une femme exceptionnelle en lien avec l'histoire du château, en lien avec nos collections et avec le conservateur, M. Libert. C'était une évidence que ça devait être Gabriel Ethno-Damon. Ce film, justement, je remercie encore l'association Film Plan Fixe pour la mise à disposition. On a eu envie de le faire découvrir au public, parce qu'effectivement, c'est un film passionnant.
C'est plein d'anecdotes sur ce que pouvait être la vie à la manufacture. Il y a toute une partie qui décrit le travail, l'organisation du travail, les conditions, les inégalités faites aux femmes. Et plein d'anecdotes passionnantes, dont une, si tu me permets de la mentionner, par rapport au travail et surtout le paiement à la pièce qui se faisait alors pour les décoratrices. Elles étaient payées à la pièce, donc c'était un peu un travail, une course contre la montre pour effectuer le plus de décors en 1 heure. Et parfois, elles disaient qu'elles s'endormaient même sur l'ouvrage, mais la main continuait à peindre par mécanisme. Donc voilà, c'était des conditions pas faciles. Et comme elle le dit dans le film, les femmes gagnaient 2 fois moins que les hommes. Donc des inégalités qui l'ont révolté rapidement. Parce que dans le film, c'est vrai qu'il y a plusieurs parties ou plusieurs thèmes qui sont abordés, qui sont en thème justement avec la vie de Gabrielle. Mais j'aimerais commencer par un aspect, c'est tout ce savoir-faire, tout ce métier qu'elle avait autour de l'objet. On a d'ailleurs quelques images. Est-ce que tu peux nous en dire un mot ? Oui, tout à fait. Alors on a voulu, à côté du film, exposer aussi quelques pièces qui étaient produites à la manufacture en cette période, dans les années 30, 40, dont les tasses au visage souriant, qui sont assez originales. Et on a la chance d'avoir une collection de 6 à 7 pièces de ces tasses. Donc elles sont présentées au château. Et également, par exemple, un cendrier à la bonne ménagère. Alors ça, c'est un petit clin d'œil. C'est un objet publicitaire qui a été fait à l'époque. Un petit clin d'œil par rapport à son parcours, parce que c'était une personne qui avait des capacités impressionnante en mathématiques. Elle aurait voulu être comptable et elle avait suivi, en tant que seule femme, les cours de comptabilité. Ouais, justement, n'en dis pas plus parce que c'est l'extrait que j'ai choisi, on le regarde. Et qu'est-ce qui vous a empêché, au fond, de devenir comptable ou d'étudier les maths ou bien de devenir institutrice ? Alors, empêcher d'être... Ça a commencé par institutrice. J'aurais aimé être institutrice. Et puis... ça n'a pas été parce que à cette époque, en 1938, il y avait énormément de chômage et l'école normale de Lausanne n'avait pris qu'une vingtaine d'élèves et il les avait pris dans la région lausannoise. Donc Nyon, il y avait, du reste, je n'étais pas toute seule. Il y avait 2 garçons qui auraient aussi aimé être instituteurs. Un était aussi comptable après. Et puis la comptabilité? La comptabilité, ça s'est pas fait parce que quelqu'un avait dit à mon père. Mon père avait énormément de copains parce qu'il était au conseil communal. Alors il connaissait toutes sortes de gens. Et entre autres, il en avait un qui travaillait à la recette. Et puis ce monsieur lui avait dit, une femme comptable, ça se fait pas. Voilà, non, ça s'est pas fait. Ça s'est pas fait. C'était pas, les filles n'apprenaient pas comptable à l'époque. Alors, vous avez appris le métier de décoratrice sur poterie pour une collégienne matheuse. C'est un peu étrange. Comment ça s'est fait? Mais donc ça a pu faire. Après, au collège, on m'avait bien dit, pourriez être ingénieur, pourriez être architecte, mais vous êtes une fille, ça va pas. On nous vous voyait à ce collège. Ça va pas. Puis je savais vraiment plus que faire. Et puis un jour, un instituteur est venu chez nous, un instituteur qui faisait des tableaux. Il aimait bien peindre. Et il a dit, je sais qu'il y a 2 places d'apprentis à la poterie de Nyon. Bien, ça a été ça ou rien. Moi, j'ai dit, il faut faire quelque chose. Alors, j'y ai été. Voilà. Gabrielle, vous avez donc fait un apprentissage de décoratrice de 2 ans et puis vous avez travaillé 12 ans à la manufacture de poterie fine de Nyon. Est-ce que vous vous souvenez de votre premier jour? Pas très bien. Pas très bien. Je me souviens juste que les gens étaient assez aimables. Plutôt sympathique. Plutôt sympathique. Gabrielle Lethenot-Damont, une vie d'engagement à voir les 12 et 13 juin au château de Nyon. Alors un beau témoignage à découvrir en vidéo. Selon vous, Alexandre, pourquoi est-ce qu'on aime ce genre de personnage en interview? Parce qu'elle est très sincère. Et parce qu'elle a envie de raconter son histoire, elle a envie de partager. Vous me disiez d'ailleurs qu'elle avait tellement envie de le partager. Lorsque le film a été présenté à la Maison de la Femme, elle voulait être là.
Oui, tout à fait. C'était il y a quelques années, je crois qu'on avait une année très intense au niveau des projections. C'était le 40e anniversaire de notre association qui existe depuis 1977. Et on a décidé de diffuser son film à la Maison de la Femme à Lausanne le 8 mars de cette année-là. Et puis quand je l'ai contactée, elle était très contente que le film retrouve tout d'un coup son public en live. Et puis elle avait très envie de participer, mais elle a dit oui, je viendrai à la projection quelques mois avant le jour J. Et après, quand je l'ai contactée au dernier moment, elle était un peu fatiguée. Elle n'a pas pu venir, elle l'a beaucoup regretté. Mais elle avait très envie de retrouver le public. Ouais, une vie d'engagement et dévouée à Nyon. Caroline, et bien évidemment, cette date du 14 juin qui arrive aussi à grands pas, est-ce que ça a un lien que ce film y soit projeté juste avant? Oui, tout à fait. 2021, c'est 2 ans après la grève féministe de 2019 qui a fait venir quand même dans la rue plus de 500 000 personnes pour les droits des femmes, pour l'égalité. Et cette année, c'est bien sûr les 50 ans du droit des votes des femmes. Est-ce qu'aujourd'hui, les Nyonnaises, elles se reconnaissent encore en la personne de Gabrielle? Certainement que c'est un modèle. Donc, elle a eu un parcours syndical très important et aussi politique. Première femme qui a siégé au Conseil communal de Nyon en 1960 déjà. Ensuite, une des premières députées du Grand Conseil vaudois. Elle a ouvert beaucoup de portes. Elle a été la pionnière dans beaucoup de domaines. Donc, certainement que c'est un exemple et un modèle pour les femmes aujourd'hui. Ouais. En termes culturels, qu'est-ce qu'on peut en dire? Parce que c'est vrai qu'on est dans la rubrique culture, donc qu'est-ce qu'on garde du pan culturel? Alors c'est ce patrimoine qui a été préservé, et c'est vrai que comme vous le disiez, elle était très engagée à transmettre son savoir, et notamment au sein de la manufacture, elle a tenu à publier un livre en 2008 sur les souvenirs d'une ouvrière. Le conservateur aussi l'avait soutenu à l'époque pour la publication de cet ouvrage, et c'est très précieux comme témoignage, comme le film, justement sur les détails de travail de la manufacture, les différents métiers, les bâtiments, les sites. C'est vraiment passionnant. Et dans ce qui est de l'histoire ouvrière, il y a peu de sources, il y a peu de souvenirs. Et l'histoire ouvrière nyonnaise était dense autrefois, donc c'est particulièrement précieux. Ouais, et tout ça est à découvrir évidemment en images et au château de Nyon les 12 et 13 juin. Caroline Alexandre, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Excellente journée à vous. Merci à vous. Bonne journée. C'est tout pour cette semaine, mais vous le savez, on se retrouve très vite pour plus de culture et plus d'aventures.